le jour où tout a changé pour moi. Je rendais visite à Marguerite. Marguerite avait été mon amie pendant 40 ans. Une femme vive, opiniâtre, avec cette façon particulière d'entrer dans une conversation et de la transformer immédiatement en quelque chose d'intéressant. Une femme qui avait des opinions sur tout, sur la politique, sur la littérature, sur la façon dont on devrait traiter les gens et dont on ne les traite pas. Une femme qui avait passé sa vie entière à décider ce qu'elle voulait, comment elle voulait vivre, avec qui, selon quelles règles. L'établissement où elle vivait maintenant n'était pas un mauvais endroit. Je veux être précise là-dessus parce que ça compte pour la suite. Ce n'était pas un de ces endroits dont on entend des histoires difficiles. C'était propre, bien tenu, avec un jardin et du personnel attentionné et des activités organisées chaque après-midi. De l'extérieur, ça ressemblait exactement à ce qu'une famille aimante choisirait pour quelqu'un qu'elle aime. Je suis entrée dans sa chambre. Elle était assise près de la fenêtre. Elle m'a souri quand elle m'a vue, un vrai sourire. Elle était contente que je sois là. Et puis elle m'a dit que le déjeuner avait été servi à midi et qu'il était bon. Que l'après-midi, il y avait un atelier de peinture auquel elle n'avait pas envie d'aller, mais qu'elle irait peut-être quand même parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre. Que sa fille viendrait dimanche. Et pendant qu'elle me parlait, j'ai cherché dans son regard quelque chose que j'avais toujours trouvé là. Cette vivacité particulière, cette façon d'être complètement présente et complètement elle-même. Je l'ai cherchée. Elle était moins là qu'avant. Pas disparue, moins là. Comme une lumière qu'on a baissée progressivement jusqu'à ce qu'elle éclaire encore, mais différemment, moins fort, dans un espace plus petit. Ce n'était pas la maladie, ce n'était pas l'âge seul, c'était quelque chose d'autre que j'ai mis du temps à nommer. Marguerite vivait dans un emploi du temps que quelqu'un d'autre avait décidé, dans une chambre qu'elle n'avait pas choisie, avec des gens qu'elle n'avait pas sélectionnés. Elle mangeait à des heures qu'on lui indiquait. Elle participait à des activités qu'on lui proposait. La structure de ses journées, cette structure qu'elle avait définie elle-même pendant 80 ans avec la précision de quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, cette structure n'était plus la sienne. Ce n'était pas un mauvais endroit. C'était un endroit où Marguerite n'existait plus tout à fait comme Marguerite. Je suis restée 2 heures. En partant, je l'ai embrassée. Elle m'a dit de revenir bientôt. J'ai marché jusqu'à ma voiture et je me suis assise sans démarrer pendant un long moment. Et j'ai pensé une chose très simple et très claire. Je ne veux pas finir comme ça. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Pas forcément dans une maison de retraite, peut-être en rendant visite à une voisine, à une tante, à une amie d'enfance. En voyant quelqu'un que vous connaissiez comme une femme entière, autonome, décidée, et en trouvant à la place quelqu'un qui attend, qui subit un rythme, qui a perdu la main sur sa propre vie sans qu'on puisse identifier le moment précis où c'est arrivé. Et est-ce que vous avez pensé, même une seconde, même brièvement, et moi? Si je ne fais rien, est-ce que c'est là que je vais atterrir? Ce que je vais vous dire aujourd'hui n'est pas une liste de conseils. Ce sont des choses que j'ai vues, des femmes autour de moi qui n'ont pas préparé ce qui venait, et des décisions que j'ai prises pour moi-même après avoir vu ce que j'ai vu. Pas parce que je suis experte en quoi que ce soit, parce que j'ai regardé attentivement ce qui arrive quand on ne choisit pas, et que ce que j'ai vu m'a suffi. Abonnez-vous à cette chaîne et restez jusqu'à la fin. La dernière chose dont je vais vous parler est celle que presque personne ne fait,
et c'est peut-être la plus importante de toutes. La première femme que j'ai vue ne pas préparer sa vieillesse s'appelait Hélène. Hélène avait une certitude absolue qui lui tenait lieu de plan. Ses enfants s'occuperaient d'elle. Elle le disait souvent, avec cette confiance sereine de quelqu'un qui n'a pas besoin de vérifier, parce qu'elle sait. Ses enfants étaient bons, présents, attentionnés. Elle ne doutait pas d'eux. Elle n'avait pas à douter d'eux. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que ses enfants, bons, présents, attentionnés, avaient leur propre vie, leurs propres contraintes, leurs propres idées de ce qui était bien pour leur mère, et que quand l'heure est venue de prendre des décisions, rapidement, sous pression, dans une période où tout le monde était épuisé et inquiet, personne ne savait exactement ce que Hélène aurait voulu, parce que Hélène n'avait jamais eu cette conversation. Alors, ils ont décidé ce qui leur semblait le mieux, avec amour, avec les meilleures intentions du monde. Mais ce qu'ils ont décidé n'était pas ce que Hélène aurait décidé pour elle-même. Et Hélène, qui avait passé sa vie entière à avoir des opinions très précises sur tout, s'est retrouvée dans une vie que d'autres avaient choisie pour elle. Elle n'avait pas été abandonnée. Elle avait été aimée d'une façon qui ne lui ressemblait pas. Et c'est parfois pire. La deuxième femme s'appelait Suzanne. Suzanne était superstitieuse d'une façon particulière. Elle croyait que parler des choses difficiles était une façon de les attirer, que nommer la vieillesse, la dépendance, la fin de l'autonomie, c'était les invoquer. Alors elle changeait de sujet. Toujours avec humour, toujours avec légèreté, mais elle changeait de sujet. Sa famille avait appris à ne pas aborder ces questions en sa présence. Ce n'était pas le moment. Ce ne serait jamais le bon moment. Suzanne est morte sans avoir dit à personne ce qu'elle voulait, pas son endroit préféré, pas les personnes qu'elle aurait voulu avoir autour d'elle dans les moments difficiles, pas ce qui la faisait se sentir elle-même, pas ce qu'elle refusait absolument. Sa famille a fait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait. Ce qu'elle avait, c'était rien. Son silence n'était pas de la sagesse, c'était une abdication. Elle avait laissé sa vie future entre les mains de personnes qui ne savaient pas ce qu'elle voulait, parce qu'elle ne le leur avait jamais dit, parce qu'elle n'avait jamais voulu y penser elle-même. Penser à ces choses ne les fait pas arriver plus vite. Ne pas y penser ne les empêche pas d'arriver. La seule différence, c'est que quand elles arrivent, vous avez préparé le terrain ou vous ne l'avez pas fait. La troisième femme était la plus organisée des trois. Irène avait fait ses papiers, testament, procuration, directives anticipées, tout était en ordre, signé, archivé dans un dossier étiqueté que sa fille connaissait l'emplacement exact. Elle avait fait ce que les notaires et les médecins recommandent. Elle avait été rigoureuse, prévoyante, responsable. Et pourtant, quand sa santé a commencé à décliner et que les décisions pratiques ont dû être prises, où elle allait vivre, quel type d'accompagnement elle voulait, qui elle voulait voir et à quelle fréquence, ce qui lui permettrait de continuer à se sentir elle-même dans une vie plus réduite, personne ne savait. Les papiers ne le disaient pas. Les papiers disaient ce qui arriverait à ses biens. Ils ne disaient pas ce qui arriverait à elle. Irène avait préparé sa mort. Elle n'avait pas préparé sa vieillesse. Ce ne sont pas la même chose. La mort dure un moment. La vieillesse peut durer des années pendant lesquelles on est encore là, encore consciente, encore capable d'apprécier ou de souffrir de la façon dont on vit. Ces années-là méritent d'être préparées avec autant de soin que les papiers consignent chez le notaire, peut-être plus. Maintenant, je vais vous parler de moi, pas de ce que vous devriez faire, de ce que j'ai décidé moi, après avoir vu ce que j'ai vu. Parce que chaque femme est différente et que ce qui est juste pour moi
n'est pas nécessairement juste pour vous. Mais peut-être que ce que j'ai décidé vous donnera des pistes pour penser à ce que vous voulez. La première décision que j'ai prise, c'est de rester dans mon appartement le plus longtemps possible. Pas par entêtement, pas par peur des maisons de retraite en général, mais parce que mon appartement est l'endroit où je suis le plus moi-même, où la lumière entre par les fenêtres à un angle que je connais par cœur, où les livres sont disposés d'une façon qui a une logique qui n'appartient qu'à moi, où le silence a la texture que j'ai choisie. Ces choses-là semblent petites de l'extérieur. Elles ne le sont pas. Ce sont les choses qui font qu'on se reconnaît dans sa propre vie. Pour que ça soit possible plus longtemps, j'ai pris des décisions pratiques. J'ai regardé mon appartement avec les yeux de quelqu'un qui anticipe ce qui pourrait devenir difficile, ce qui pourrait être adapté. J'ai construit un réseau de personnes de confiance autour de moi, pas seulement mes enfants, d'autres personnes, des amis, des voisins que je connais bien. Parce que la dépendance ne tombe pas du ciel un matin, elle arrive progressivement, et ce qui permet de la gérer sans perdre l'autonomie, c'est l'anticipation, pas la réaction. La deuxième décision, c'est d'avoir désigné la bonne personne pour décider quand je ne pourrai plus décider seule. Cette personne n'est pas forcément celle qui sera la plus disponible. Ce n'est pas non plus celle qui sera la plus affectée émotionnellement par mes difficultés, parce que quelqu'un qui souffre pour vous n'est pas toujours la meilleure personne pour prendre des décisions claires en votre nom. C'est la personne qui me connaît le mieux, qui sait ce que je valorise, qui a passé assez de temps avec moi pour comprendre la différence entre ce dont j'ai besoin et ce qui serait pratique pour tout le monde. J'ai eu cette conversation avec elle, pas une conversation en passant, une vraie conversation, longue, détaillée. Je lui ai dit ce que je voulais et ce que je refusais. Je lui ai dit où se trouvaient les documents. Je lui ai dit ce qui comptait pour moi et pourquoi. Et je lui ai demandé si elle était prête à porter cette responsabilité. Elle a dit oui. Cette conversation a duré 3 heures. Elle valait les 3 heures. La troisième décision, c'est la conversation que j'ai eue avec mes enfants. Pas pour leur demander leur avis, pour leur dire le mien. Pour que quand le moment viendra, s'il vient, ils sachent. Pas pour qu'ils décident à ma place, pour qu'ils exécutent ce que j'ai déjà décidé moi-même. Ils n'ont pas tous réagi de la même façon. L'un d'eux a trouvé ça prématuré. Il me trouvait trop jeune pour avoir ces conversations. Un autre a été soulagé. Il m'a dit qu'il avait souvent pensé à ces choses sans savoir comment les aborder. Ma fille a pleuré un peu, pas de tristesse, de quelque chose de plus complexe que ça. Mais à la fin de cette conversation, tout le monde savait. Et savoir, même si c'est difficile à entendre, vaut mieux que ne pas savoir quand les décisions doivent être prises rapidement. La quatrième décision, et c'est celle dont je vous ai parlé au début, celle que presque personne ne fait, c'est d'avoir écrit. Pas un testament, une lettre pour moi-même et pour ceux qui seront là après, qui décrit non pas ce que je veux qu'il arrive à mes biens, ça c'est dans les papiers légaux, mais ce que je veux qu'il arrive à moi, ce qui me fait me sentir moi-même. La musique que j'aime entendre le matin, les livres qui comptent, le type de conversation qui me nourrit et celui qui m'épuise, la lumière que je préfère dans une pièce, le moment de la journée où j'ai besoin de silence, les petites choses précises et spécifiques qui ne figurent dans aucun document officiel, mais qui font la différence entre une vieillesse qui me ressemble et une vieillesse que d'autres ont construite pour moi avec les matériaux qu'ils avaient. J'y ai décrit aussi ce que je refuse absolument, pas de façon dramatique, calmement, précisément. Les situations dans lesquelles je ne veux pas me retrouver.
les décisions que personne ne prendra à ma place tant que j'aurai la capacité de les prendre moi-même. Les limites que je pose, non pas par peur, mais par connaissance de moi-même. Cette lettre existe. Elle est dans un endroit que les personnes concernées connaissent. Elle sera lue si nécessaire. Les documents légaux disent ce que vous voulez qu'il arrive à vos biens. Cette lettre dit ce que vous voulez qu'il arrive à vous. Ce n'est pas la même chose. Et c'est cette lettre que presque personne n'écrit. Je pense souvent à Marguerite. Elle va bien, dans le sens où elle est en sécurité, où elle est soignée, où sa fille vient le dimanche. Elle va bien dans tous les sens que les gens utilisent quand ils veulent dire que quelqu'un ne va pas très mal. Mais la femme que j'ai connue pendant 40 ans, la femme aux opinions tranchées, à la curiosité insatiable, à la façon inimitable d'entrer dans une pièce et de la transformer, cette femme-là vit maintenant dans un espace réduit, un espace que d'autres ont défini, un emploi du temps que d'autres ont rempli, une vie qui est correcte, confortable même, mais qui ne lui ressemble pas tout à fait. Personne ne l'a voulu ainsi. Sa famille l'aime, le personnel est attentionné. Mais Marguerite n'avait pas préparé. Elle n'avait pas dit ce qu'elle voulait parce qu'elle ne voulait pas y penser. Et quand il a fallu décider, personne ne savait vraiment. Alors on a décidé ce qui semblait raisonnable, ce qui était pratique, ce qui était possible, pas ce qui était elle. Je n'ai pas d'âge magique à vous donner pour commencer ces préparations. Pas de liste parfaite de choses à faire dans un ordre précis. Chaque vie est différente, et ce qui est juste pour moi n'est pas nécessairement juste pour vous. Ce que je sais, c'est ceci. Le meilleur moment pour décider comment vous voulez vivre votre vieillesse, c'est avant d'en avoir besoin, avant la pression, avant l'urgence, avant que quelqu'un d'autre soit obligé de décider à votre place parce que vous ne l'avez pas fait vous-même. Préparer n'est pas une façon d'admettre que les choses difficiles vont arriver. Elles vont arriver, pour vous, pour moi, pour tout le monde, d'une façon ou d'une autre. Préparer, c'est décider que quand elles arriveront, elles trouveront une femme qui a déjà réfléchi, qui sait ce qu'elle veut, qui a mis en place les conditions pour que sa vie continue à lui appartenir le plus longtemps possible. Ce n'est pas de la résignation, c'est la forme la plus active et la plus lucide de prendre soin de soi-même. Est-ce que vous avez déjà pensé à tout ça? Est-ce que vous avez eu ces conversations? Avec vous-même d'abord, puis avec les personnes qui comptent? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous remettez à plus tard, parce que ça semble encore loin, encore prématuré, encore quelque chose qui peut attendre? Dites-le dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a donné envie de commencer, de penser, d'écrire, de parler, partagez-la avec une femme qui en a besoin, parce que Marguerite aussi croyait que c'était encore loin. Et maintenant, elle attend le dimanche pour voir sa fille.